Au commencement, avant que le temps n'ait un nom, il n'y avait que le silence absolu. Le témoin immobile l'a appelé Shiva. Mais le silence, pour se connaître, avait besoin d'un écho. De ce vide primordial a jailli Shakti, l'étincelle de désir, la mère cosmique qui a décidé que le néant devait devenir vie. Elle est la force qui fragmente l'unité pour créer la multitude. Elle est le battement de cœur de l'univers, la couleur des fleurs et la fureur des orages. L'histoire de Shakti est celle d'une descente et d'un oubli volontaire. Pour animer la matière, elle s'est diffusée dans chaque molécule de la création, acceptant de se condenser jusqu'à devenir cette puissance endormie à la base de notre colonne vertébrale. On raconte qu'elle attend là, levée comme un serpent de lumière, le moment où nous serons enfin prêts à entamer le voyage de retour. Son éveil n'est pas une simple montée d'énergie, c'est le souvenir de sa propre divinité qui remonte vers le sommet du crâne pour retrouver son amant, le silence, Shiva. Lorsqu'elle se réveille en vous, ce n'est pas seulement vous qui changez, c'est la création tout entière qui, à travers votre corps de femme ou d'homme, décide de rentrer à la maison. Bienvenue dans l'épisode 35 de ton podcast préféré, Trouve ton flow, qui lie psychologie à la spiritualité pour donner un sens un peu concret ou mystique à l'invisible ou le tangible. J'espère que vous allez bien et que c'est la pêche. C'est un peu mon cas ici. Hola, moi c'est Nesrine et je vais être votre hôtesse pendant ce petit voyage où nous allons explorer la notion spirituelle et mystique de la Kundalini. Dans l'épisode précédent, nous avons posé les bases psychologiques et nerveuses de l'expérience Kundalini. Aujourd'hui, nous entrons dans sa dimension la plus ancienne, la plus sacrée, sa sagesse spirituelle telle qu'elle est transmise depuis des millénaires. Dans cet épisode, je vais répondre aux grandes questions. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini selon les traditions? Pourquoi s'éveille-t-elle? Comment se manifeste-t-elle vraiment? Et que se passe-t-il après un éveil? Mais surtout, quels sont les mythes, les dangers, les erreurs et surtout, comment honorer cette énergie sans la profaner ni la forcer? Dans les traditions yogiques et tantriques, le Kundalini n'est pas une énergie abstraite, mais la Shakti vivante, la force même par laquelle l'univers se crée, se maintient et se transforme. Elle est considérée comme l'aspect dynamique du divin, complémentaire à Shiva, la conscience pure et immobile. Tant que cette force dort à la base de la colonne, l'être humain vit dans une perception fragmentée de lui-même et du monde. Les sages nous enseignent que le corps humain est un temple, une carte sacrée où cette énergie attend le moment juste pour se révéler. Dans d'autres traditions, comme le soufisme, on parle du feu du cœur, de l'ivresse divine, de la montée du souffle vers le secret. Les symboles changent, mais tous parlent d'une même réalité, une force intérieure qui ramène l'humain à son origine divine. La Kundalini ne s'éveille jamais par hasard. Selon les textes, elle se révèle lorsque l'âme a suffisamment mûri pour porter la vérité sans se briser. Cela peut venir après des années de pratique consciente, mais aussi après une crise profonde, une nuit noire, une perte, une grande ouverture du cœur. Lorsque les anciens disaient que l'énergie s'éveille quand les canaux sont purifiés, ils ne parlaient pas de perfection morale, mais de sincérité intérieure. La Kundalini s'éveille souvent quand l'ancienne identité ne suffit plus, quand la vie vécue ne correspond plus à la vérité ressentie. Elle se manifeste comme une réponse de l'intelligence divine à un appel silencieux de l'âme. Contrairement aux représentations modernes simplifiées, la Kundalini ne monte pas de manière linéaire et spectaculaire. Dans les traditions, on enseigne qu'elle serpente, qu'elle explore les zones d'ombre, qu'elle nettoie avant d'illuminer. Elle peut activer certains centres énergétiques, puis redescendre pour stabiliser, puis remonter à nouveau. Cette circulation est intelligente, adaptive et profondément respectueuse du rythme de l'être. Forcer cette montée revient à vouloir ouvrir une fleur avant qu'elle ne soit prête. Les sages savent que la lenteur est une forme de protection sacrée et que l'intégration
compte plus que la vitesse. Un éveil authentique ne se reconnaît pas à des phénomènes spectaculaires, mais à une transformation profonde de la relation à soi et au monde. Les traditions parlent d'un raffinement de la perception, d'une sensibilité accrue à la vérité, d'une incapacité à continuer à vivre dans le mensonge ou le compromis intérieur. L'éveil s'accompagne souvent d'un appel au silence, à la simplicité, à la cohérence. Les expériences énergétiques peuvent exister, mais elles ne sont jamais la finalité. Ce qui compte, c'est l'émergence d'une conscience plus vaste, plus ample, plus responsable. Un vrai éveil rend l'être plus humain, pas plus séparé. Qu'est-ce que c'est qu'un éveil? L'éveil est décrit comme un commencement, jamais comme un aboutissement. Après la montée de l'énergie vient le temps lent de l'incarnation. Il s'agit de faire descendre la conscience dans les gestes simples, dans la parole juste, dans la relation au monde et le quotidien. Les sages insistent sur le fait que la lumière doit apprendre à habiter la matière sans la fuir. Un éveil non intégré peut créer une distance avec la vie, tandis qu'un éveil mûr rend plus présent, plus aimant, plus responsable et plus vrai. La véritable initiation commence toujours après l'expérience intérieure. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé la neurobiologie du système nerveux. Aujourd'hui, nous changeons de dimension. Nous quittons le domaine exclusif de la science pour entrer dans celui de la mystique ancestrale et de la pratique moderne. Cet épisode est une plongée dans la vérité du corps et de l'âme, un guide pour naviguer entre les expériences de studio et l'éveil authentique. Pour comprendre la Kundalini, il faut d'abord accepter que nous habitons une géométrie sacrée. Cette sagesse, nous la puisons dans les racines des traités tantriques qui décrivent l'être humain comme un réseau complexe de canaux vibratoires, ce qu'on appelle les nadis. Au cœur de cette architecture se trouve Sushumna. Sushumna Nadi, c'est le canal central. Imaginez la colonne, une colonne de lumière pure. C'est une sorte d'autoroute de conscience qui s'élève le long de la moelle épinière, reliant la base de votre bassin, le chakra racine, au sommet de votre crâne, donc le chakra couronne. C'est le pilier d'équilibre, le lieu où la dualité s'efface pour laisser place à l'unité. Cependant, cette voie royale ne s'emprunte pas par hasard. Elle est encadrée par deux forces polaires, Ida et Pingala. Je cite des noms comme ça, je donne aussi des définitions parce que c'est une préparation pour la suite. Et pour vous aussi qui s'intéressez à ces sagesses, à l'hindouisme et aussi à l'origine de cette science, la science de l'éveil de la Kundalini. Donc on disait que Ida, c'est le courant lunaire représentant le féminin, l'intuition, le froid, la réceptivité. Autrement dit, le yin. C'est votre narine gauche, votre hémisphère droit, votre capacité à ressentir et à être, votre aspect féminin. Pingala, c'est le courant solaire, incarne le masculin, l'action, le feu, la logique. C'est votre narine droite, votre hémisphère gauche et votre élan vers le monde extérieur. Ces deux forces s'entrelacent autour de la Sushumna comme les deux serpents du caducée. La sagesse tantrique nous enseigne que l'équilibre parfait de ces deux courants est la condition pour que l'énergie centrale s'éveille. Tant que vous êtes trop dans l'action, Pingala, ou trop dans la rêverie passive, Ida, l'énergie reste bloquée à la base. L'éveil de la Kundalini est l'instant où ces deux pôles fusionnent, permettant à la conscience de s'élever au-delà des paradoxes de la vie quotidienne. La Kundalini n'est rien d'autre que la Shakti. C'est la puissance créatrice de l'univers, la force qui fait battre votre cœur et qui orchestre le mouvement des étoiles résidant en vous sous une forme potentielle, tel un ressort comprimé à la base de la colonne. Son éveil ne doit pas être perçu comme un accident de parcours ou une attraction de fête foraine. C'est une évolution organique de la conscience. Jusqu'ici, vous percevez peut-être le monde uniquement à travers le prisme limité de vos 5 sens.
ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez voir, etc. L'éveil de la Shakti marque le moment où l'individu commence à percevoir la réalité à travers l'énergie pure. C'est le passage de la survie à la vie multidimensionnelle. Vous ne voyez plus seulement la forme des objets, vous ressentez leur fréquence. Vous ne vivez plus seulement vos émotions, vous comprenez leur mouvement vibratoire. C'est une naissance à une autre octave de l'existence. Nous vivons actuellement une mode de l'activation énergétique en studio ou ce qu'on appelle les séances d'activation de la Kundalini. Je voudrais en parler un peu. C'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement. Je voulais prendre mon temps. J'ai moi-même vécu une telle expérience. J'ai même assisté à ce qu'on appelle les formations maintenant, parce qu'on peut être formé pour activer les énergies Kundalini des autres. Je vais essayer d'être objectif, je ferai de mon mieux, mais encore une fois, je rappelle, c'est un partage d'expérience. J'ai ma position et j'ai ma propre expérience et j'ai mes opinions à propos. Ce que je voudrais faire, c'est vous transmettre plus ou moins une image descriptive. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il est important et impératif de nommer ce qui se passe quand on s'apprête à vivre une telle expérience. Dans ces espaces, on utilise souvent une force extérieure, une musique extrêmement puissante, des rythmes binaires percutants ou le toucher d'un facilitateur pour secouer le cocotier. Cette méthode crée un choc dans le système nerveux. Vous avez bien compris, je parle de ces séances-là, vous avez peut-être vu des vidéos sur les réseaux où on voit des personnes allongées en train d'avoir des réactions somatiques ou une autre personne, le facilitateur, en train de faire bouger les mains, etc. Cette expérience est très influencée par la musique. Elle travaille principalement sur le corps émotionnel et non sur le corps énergétique profond. La musique agit comme un psychotrope auditif qui force les vannes du subconscient à s'ouvrir. Il en résulte des vagues émotionnelles, des réactions somatiques et même des expériences qui touchent notre psyché, comme des pleurs, des rires, des tremblements, etc. Bien que cela puisse être libérateur, c'est une pratique souvent instable. On en sort avec un sentiment de high, ce que j'appelle le high spirituel, qui peut être très addictif, et une euphorie temporaire, pour redescendre quelques jours plus tard avec une sensation de vide ou de confusion, car le contenant, votre système nerveux, n'a pas été préparé à porter cette charge sur le long terme. Donc ça, c'est un peu le New Age de la Kundalini. On a découvert cette énergie et ce que ça représente chez les humains. C'est très à demander, c'est très tendance, c'est très in, c'est très bling bling et on en veut. Ça procure un high. Je vous l'accorde. Par contre, à son opposé, la sagesse traditionnelle privilégie la préparation. On forge le calice avant d'y verser le vin. Par le yoga, le pranayama, la maîtrise du souffle et une discipline éthique, on nettoie les canaux pendant des années. Ainsi, quand l'énergie monte, le canal est déjà propre et fluide. Il n'y a pas de chaos, pas de drame émotionnel, mais une clarté absolue, un silence vibrant. Ce n'est pas un trip ou un voyage spirituel d'une heure, c'est un changement irréversible et stable de votre perception de la réalité. C'est la différence entre le feu de paille spectaculaire et un foyer qui brûle éternellement pour réchauffer la maison. Pour donner une perspective encore plus vaste à ce processus, nous devons évoquer la loi de 1, la loi de l'unicité, Law of Oneness. C'était le topic et c'était le sujet de ce mois, car c'est la vérité métaphysique immuable qui nous rappelle que la séparation n'est que l'ultime illusion de la matière et que tout ce qui existe est une expression unique, vibrante et infinie de la même source. Dans cette vision cosmique, la Kundalini n'est pas seulement une énergie personnelle que l'on manipule pour son bien-être, mais elle est le mouvement même de l'énergie intelligente. Cette étincelle du créateur qui cherche à remonter à travers les différents niveaux de densité de votre être, ce que nous appelons les chakras ou les rayons,
pour retourner à l'unité originelle. C'est le Créateur en vous qui cherche à se reconnaître lui-même à travers votre propre chair, brisant un à un les voiles de la dualité pour vous rappeler que vous n'êtes pas une goutte d'eau isolée, mais l'océan tout entier. Et cet océan ne cherche qu'à s'exprimer à travers un corps humain. L'éveil de la Kundalini vu sous le prisme de la loi de l'un devient alors l'acte de rébellion sacrée par excellence, celui de cesser de croire à la solitude pour incarner dans chaque cellule et chaque souffle la puissance souveraine d'une conscience qui se sait enfin une avec le tout. Si vous êtes attiré par ces pratiques, utilisez cette sagesse pour rester souverain. C'est le conseil que je me donnerai à moi-même. Car le mécanisme est très clair. On utilise une force extérieure pour secouer le cocotier quand on assiste à ce genre de séance ou d'activation. Cela travaille essentiellement sur le corps émotionnel. La musique force les vannes du subconscient provoquant des cathares, des cris, des pleurs, des mouvements incontrôlés. C'est une libération précieuse. On en est tous conscients et moi-même je valorise cela. Mais attention à la confusion. Souvent, ce que l'on vit est une décharge de stress ou de trauma, ce qui est thérapeutique, mais ce n'est pas l'ascension stable de la Kundalini décrite par les sages. C'est une expérience souvent instable, on se sent high après la séance, porté par l'euphorie sonore, puis on redescend et parfois brusquement vers un sentiment de vide quelques jours plus tard ou même la même journée, car le système nerveux n'a pas été préparé à contenir cette charge sur le long terme. À l'inverse, la sagesse traditionnelle prépare le terrain pendant des années. On forge le calice avant d'y verser le vin sacré. Par le yoga, le pranayama, les pratiques qui résonnent en vous. Tout ça, c'est des pratiques qu'on utilise pour nettoyer les canaux pour que le moment venu, l'énergie monte dans un canal propre. Ce n'est pas un chaos émotionnel, c'est une clarté absolue et permanente. Et je le répète. Si tu as bien compris, je voulais surtout parler de ça dans cet épisode parce que très souvent, dans ce New Age, on associe l'énergie de la Kundalini ou l'activation, la montée de la Kundalini à ce qu'on voit dans ces pratiques-là en studio. Donc, c'est des séances de groupe, on part, on s'allonge et on a un facilitateur qui vient faciliter ou nous donner cette énergie. Moi, personnellement, je suis pas pour. J'essaie de maintenir une perception ou une approche neutre, même si ce n'est pas le cas parce que quand j'ai compris, je vous ai dit que j'ai assisté à une expérience comme ça et ça m'a fait comprendre. Je regrette pas. J'ai assisté à une retraite où c'était un facilitator training. Donc, c'était une formation pour devenir facilitateur. Et je suis très contente de l'avoir fait, quitte à le refaire maintenant, presque 5 ans après, je le referai, car ça m'a montré exactement ce n'était pas la Kundalini. Et je suis sortie après cette expérience avec une déception sur le coup, parce que je fantasmais sur cela, mais avec du recul, j'en suis très gratifiante, car j'étais en plein cheminement de comprendre cette énergie, je courais après le high spirituel, et ça m'a humble, ça m'a remis un peu sur les rails, et ça m'a redonné aussi cet ancrage, ce retour à la réalité, donc ça a enlevé le fantasme, et j'ai bien compris que l'éveil de la Kundalini est un cheminement de vie. C'est un cheminement d'éveil spirituel, de croissance, de maturité, de maturité de conscience, d'élargissement de conscience, et qu'il n'y avait pas de raccourci à prendre. Donc voilà, je n'ai rien contre ces séances d'activation, sauf que sachez que si vous partez faire une séance d'activation, ce n'est pas une activation de Kundalini. C'est un travail émotionnel, de décharge somatique. Ça peut être relaxant, comme ça peut être libérateur, ça peut être intense. Il y a plusieurs choses qui changent l'expérience, on va en parler par la suite. Mais il n'y a personne qui puisse venir vous activer
votre Kundalini. Il y a aussi cette peur de se dire oui, j'ai fait ça chez l'autre facilitateur et je sais pas ce qu'on m'a activé. Non, arrêtez. Ça n'existe pas. C'est pas comme si tu partais faire une session à 50 balles et on te dit voilà, pour 50 balles, tu vas me donner combien? 50 grammes de Kundalini? Ça marche pas comme ça. C'est un process très individuel qui ne peut pas être influencé de l'extérieur. S'il y a une influence externe, elle n'est pas énergétique, elle n'est pas spirituelle, elle est émotionnelle et psychique, ce qui est parfois génial. Je me rappelle, moi, quand j'ai fait ma première séance d'activation, j'en ai fait deux, plus avec la retraite. La première, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'y étais par curiosité, je passais par une rupture et j'avais le cœur un peu brisé et je voulais le faire par curiosité déjà. En plus, je commençais à chercher vraiment sur la Kundalini, à lire tout ça. Et moi, je suis une personne de terrain qui j'aime pas trop rester enfermée dans mes livres. Parfois, oui, j'y plonge pour avoir des connaissances, mais après, j'ai envie d'aller tester complètement l'opposé dans la vraie vie. Et elle en fait beaucoup de bien parce que ça m'a aidé à pleurer. Et voilà, après ma rupture, je pleurais pas, j'étais juste là avec un trou au milieu de ma poitrine et j'y étais. Et dès que la personne m'a touchée, je me suis déchargée et j'en suis ressortie avec beaucoup de légèreté parce que j'ai pleuré et ça fait du bien de pleurer. La deuxième session, c'était toujours chez la même personne, le même espace, mais j'y étais avec plus de clarté. Donc, je suis partie avec plus de clarté et, euh, et là, j'étais prête à voir, voilà est l'expérience spirituelle. Et donc, je suis partie en mode méditation. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Oui, j'étais en mode observateur. Sans jugement, donc j'étais là, centrée sur moi, mais je pouvais lire un peu la pièce. Je savais qu'il y avait beaucoup de libération émotionnelle, qu'il y avait aussi beaucoup d'influence, qu'on pouvait influencer notre propre expérience. Et puis voilà, la deuxième séance m'a aidé à comprendre ce que c'était. J'ai fait la formation parce que c'était en retraite, c'était à Majorque, j'ai fait pour l'expérience, c'était avec une personne que je connaissais. Voilà, j'avais des trucs à faire cette semaine à Majorque, donc pourquoi pas. Et là, j'avais un œil interne. Et puis, c'est là où j'ai réalisé que non, que ça n'avait rien de la Kundalini, l'énergie sacrée, l'énergie créatrice, l'énergie la plus sacrée qui puisse exister. C'est pas ça. On est en immersion pendant une semaine. C'est clair qu'il y a des choses qui se passent, mais c'était plus un travail émotionnel et somatique. Et voilà. Donc, ça n'est pas l'expérience spirituelle parce que l'expérience spirituelle, est très interne et personnel et individuel. Alrighty, maintenant qu'on a mis ça au clair, j'en parle parce que très souvent, il y a des personnes que je connais, que voilà, dans le domaine du yoga, me demandent d'en parler. Je je voulais pas en parler de suite. Je voulais déjà avoir une position un peu plus neutre et un peu plus objective et pouvoir avoir cette approche de voir les choses du moins d'un œil neutre, on va l'appeler comme ça. Mais c'est mon opinion. Encore une fois, c'est pas faux, c'est pas vrai, c'est mon opinion, c'est ma simple perspective de mon expérience très rédite. Là, je vais faire pour la suite une sorte de Q&A, une foire aux questions, où je viens répondre aux questions qui reviennent très souvent. Donc, pendant toutes ces années, j'ai collecté vos questions et les voici enfin les réponses. Première question, c'est que quels sont les signes physiques réels d'une montée d'énergie? Une montée d'énergie en général, de Kundalini ou d'énergie. Donc, quand on a une montée d'énergie qui peut arriver après une méditation, une séance de yoga, ou quand on est dans un endroit en pleine nature, le désert ou la mer, on peut ressentir ça. Très souvent, on ressent une chaleur intense à la base du dos, des picotements électriques ou une sensation de flot liquide remontant la colonne vertébrale. Ce n'est pas douloureux, c'est une expansion. Donc voilà, ça c'est la montée d'énergie. C'est des sensations très subtiles qu'on peut vivre, détecter, ressentir avec d'autres perceptions. Donc c'est plus quelque chose à vivre avec le cœur. La deuxième question, c'est que puis-je forcer l'éveil par la respiration? C'est pas une réponse oui ou non, car elle est nuancée. On peut stimuler l'énergie avec le travail de respiration, le breathwork, pranayama ou même la respiration calme, mais forcer, c'est pas dangereux, c'est que on peut juste se jouer des tours à nous-mêmes. Car si
notre système nerveux n'est pas régulé, on risque de court-circuiter. Donc voilà, on risque de tomber plus dans la confusion qui peut provoquer des insomnies, de l'anxiété, du stress, le sentiment d'être perdu. Donc non, on ne peut pas forcer à travers la respiration, mais si on force sur la respiration, on peut avoir des réactions somatiques. Donc c'est pas forcément la montée de la Kundalini. Quel rôle joue l'alimentation dans ce processus, que ce soit le processus de la montée de l'énergie ou quand on veut juste élever sa fréquence? Une alimentation dense et ancrée est vitale. Quand je dis dense, ça veut dire qu'elle est dense en vitalité. Plus l'énergie monte, plus vous avez besoin d'aliments qui vous ramènent à la terre, comme des racines, betteraves, gingembre, etc., des protéines, des céréales, pour ne pas trop planer et perdre pied. Donc la nourriture ici devient un moyen pour rester ancré et rester dans la matière. Quatrième question, pourquoi est-ce que je ressens des mouvements involontaires quand je fais ces pratiques-là de respiration ou même de méditation, ce qu'on appelle les kriyas? C'est une question qui revient très souvent et qu'on me pose très souvent dans les séances ou juste comme ça. Et ben, la réponse est que ce sont des déblocages. Moi, je les appelle comme ça. Votre corps lâche une vieille tension pour laisser passer le courant. Et movement, c'est de l'énergie en motion. Donc, s'il y a une énergie qui veut circuler dans votre corps ou à travers vous, elle aura besoin de s'exprimer à travers vos membres, les mains, les jambes, les pieds, les doigts. Laissez-vous faire. Laissez faire, appréciez, observez sans trop juger, mais ne cherchez pas à les exagérer. Si la main bouge, si le bassin bouge, si on se retrouve à faire des cercles, c'est bien, c'est bon, c'est ainsi. Parfois même, c'est très relaxant. La cinquième question, est-ce que l'éveil change ma personnalité? Je rencontre des personnes ici, voilà, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai ça. J'ai peur de changer, j'ai peur de ne pas être la personne avec qui il s'entendait bien avec son conjoint ou son partenaire. Est-ce que je vais le quitter? Est-ce qu'il y a plein de troubles comme ça? Alors, la réponse est simple. On ne change pas, ou du moins la personnalité ne change pas qui vous êtes. Cette montée ne change pas votre personnalité ou la personne qui vous êtes. Cette, cette montée, cet éveil enlève ce que vous n'êtes pas. Donc, vos goûts, vos relations, vos priorités peuvent changer, certes, car vous ne vibrez plus sur cette même fréquence. Mais ce changement est positif. C'est pas juste un changement, c'est une expansion. Donc, c'est ça, devenir plus vaste. Et je pense que c'est beau d'accueillir ça. La sixième question est comment gérer un trop-plein d'énergie le soir quand on commence à faire ce travail énergétique, ce travail spirituel d'expansion. Ben, parfois on se sent rempli d'énergie et surtout le soir quand c'est le moment d'aller faire dodo, on n'arrive pas. Ben ici, l'ancrage est la clé. Marchez pieds nus sur l'herbe, sur le sable, sur la terre, ayez ce contact avec la terre. Prenez une douche froide, revenez au corps, revenez aux sensations et apprenez à observer les sensations. Ou bien mangez un repas chaud et mangez-le en pleine conscience. Laissez le téléphone, les écrans de côté, restez là, juste vous, votre plat ou votre bol de soupe et réactivez tous vos sens. Il y a aussi un exercice que j'aime beaucoup faire qui réduit le stress et l'anxiété, c'est de revenir ici maintenant à travers les 5 sens. Donc tu ouvres les yeux, tu observes quelque chose, tu fermes les yeux, tu ouvres les oreilles, tu essaies d'écouter 4 bruits ou 4 sons ici dans ton espace immédiat et aussi dans le fond. Après, tu essayes de trouver 3 odeurs et de trouver le goût, manger quelque chose et vraiment déguster cette chose, toucher des matières et être présenté à l'écho de ce toucher. Donc, essayer de le devenir, essayer de le ressentir. C'est ça, revenir à la matière ou revenir au corps. La septième question concerne la sexualité et la Kundalini. Est-ce que la sexualité est-elle liée à la Kundalini? Absolument. Absolument. Car l'énergie sexuelle est la même énergie créatrice. Et l'énergie
Shakti ou la Kundalini, c'est une énergie créatrice. Donc l'éveil de la Kundalini transforme votre rapport au plaisir. Il devient moins une décharge et plus une expansion de conscience et une expression de l'existence. Cette question en elle-même demande tout un épisode, on en reparlera. Ça sera, je vais aborder ça, je vais aborder les relations intimes et son rapport à la sexualité d'un point de vue de la deuxième loi universelle, la loi de la dualité. Bref, je ferme la parenthèse, on en reparlera après. La 8e question est que combien de temps dure l'éveil? Oui, c'est pas combien de temps qu'il me reste une séance, 60 minutes, là, après les 60 minutes, c'est bon, je suis éveillée? Absolument pas, absolument pas. C'est le travail d'une vie. L'activation initiale peut être brève. Quand je dis une activation initiale, ça peut être dû à une technique de respiration, comme ça peut être dû à une expérience de vie, un choc, un deuil, à l'encontre d'une personne à une fréquence élevée. Mais, un grand mais, l'intégration et la stabilisation prennent des années de pratique quotidienne. C'est un cheminement, on a toute la vie pour ça, on n'est pas pressé et on est là to enjoy. Ok, les 4 prochaines questions concernent plus ces sessions d'activation, des sessions d'activation de Kundalini. Donc, si tu te poses des questions ou si tu veux te préparer, j'ai répondu à quelques questions ici, celles qui reviennent très souvent, comme par exemple, pourquoi, c'est des questions que je me posais moi-même, pourquoi la musique est-elle si forte quand on part faire une session d'activation? Si on avait dit que, voilà, c'est dans le silence que tout surgit. Eh ben, tout simplement parce que la musique sature vos sens pour court-circuiter votre mental analytique. Cela facilite la transe, mais assurez-vous que vous ne devenez pas dépendant de ce stimulus pour ressentir votre propre énergie. Donc oui, la musique nous transporte et elle coupe le mental analytique ou elle le pose, mais on a aussi besoin d'éprouver cela dans le néant, le vide, le silence. Deuxième question, pourquoi est-ce que je pleure sans raison apparente pendant une session? Ben, c'est ce qui m'est arrivé. Nous vivons une libération du corps émotionnel. La fréquence sonore résonne avec des mémoires stockées dans nos fascias. C'est un nettoyage, c'est une purification, c'est une libération, c'est une décharge. Donc, accueillez cela comme une hygiène émotionnelle. Troisième question, le facilitateur doit-il me toucher? Quand vous faites des séances d'activation, généralement quand on touche des points bien précis, c'est soit instinctivement, soit les points précis, c'est les centres énergétiques, donc un peu ce qui représente le chakra. On peut aussi toucher le diaphragme pour donner plus de sensations, surtout si c'est associé à des sessions de breathwork, ou juste comme ça. Personne, ou certains utilisent le toucher pour diriger l'énergie, un point de vue, par manière de voir les choses. Mais cela doit toujours être fait avec votre consentement et sans intrusion. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le toucher, vous ne voulez pas que votre expérience soit influencée ou dirigée, demandez ça au facilitateur au début. Et généralement, les facilitateurs, c'est des témoins humbles. Donc, c'est pas les acteurs principaux. Et on le prend plutôt bien. Est-ce normal de se sentir épuisé après? Oui, un grand oui. Si la séance était intense, votre système nerveux a reçu un boost de voltage. Reposez-vous, évitez les écrans et buvez beaucoup d'eau. L'eau fait circuler toute cette énergie aussi si on a fait un travail de nettoyage pour évacuer. Si l'épuisement dure plus de 3 jours, c'est que la séance était trop forte pour votre capacité actuelle. Pensez à diminuer lors de la prochaine. Une autre question, et c'est la question que tout le monde se pose, pourquoi le corps bouge tout seul pendant une séance? Pourquoi on a ces réactions, comment on les appelle? C'est genre des réactions pas contrôlées.
Ces mouvements, on les appelle les kriyas, sont des décharges nerveuses. Votre système évacue un surplus de tension accumulée. En séance d'activation, c'est souvent votre corps qui réagit à la fréquence sonore et à l'intensité du champ collectif, parce que c'est des séances collectives, donc il y a ton champ magnétique, ton aura, qui est en contact avec les autres et ça crée ce champ collectif. C'est une libération de stress bénéfique, mais ne confondez pas le mouvement extérieur avec l'éveil intérieur. Le vrai travail est silencieux et se passe dans la profondeur de vos tissus. Une autre question, quels sont les risques réels? Le risque réel, je dirais, c'est le danger. C'est que le danger réside dans le choc sans intégration. Forcer l'ouverture de ces centres avec une musique intense sans avoir un ancrage solide dans la vie réelle peut mener à une fragilisation psychologique. Donc le risque, il n'est pas énergétique, il n'est pas spirituel, il est plus psychologique qui peut provoquer de l'anxiété ou un sentiment de déconnexion. On ne monte pas au ciel sans avoir les pieds profondément ancrés dans la terre. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit, voilà, elle m'a fait ça, des trous dans mon aura. Non, 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 arrêtons. Il y a pas de risque énergétique ou spirituel. Par contre, il peut y avoir quelques effets secondaires sur, euh, sur le psyche, sur notre psyche. Alors, une dernière question. On va rajouter quelques-unes, je suis bien inspirée aujourd'hui. Quelle est la différence entre cette activation et une libération émotionnelle? Et c'est un peu ce que j'ai vécu lors de mon training. C'est que ce que l'on voit en studio, en formation, en training, est souvent une décharge du corps émotionnel, comme la colère, la tristesse refoulée, etc. C'est thérapeutique, mais la Kundalini, elle est une force spirituelle qui transforme votre structure mentale. L'une vide le trop-plein, l'autre charge la nature du contenant. Voilà, je pense que la différence entre les deux est très claire. Alors, une autre question est que je me posais moi, est-ce que l'éveil de la Kundalini est toujours violent? Est-ce qu'il doit toujours être aussi dramatique, aussi grandiose, aussi... Non, pas du tout, absolument pas. Dans une pratique équilibrée et patiente, l'éveil peut être aussi doux que l'ouverture d'une fleur à l'aube. La violence est souvent le signe d'une résistance ou d'un forçage du système. Et ce n'est pas le but. Ok. Dernière chose, je voudrais vous parler de l'importance du set et du setting. Et cela va pour toutes les pratiques, les expériences, ce que vous faites quand vous partez faire soit en groupe, soit en solo. Et à ce qu'on appelle ça le set et le setting. Le set, c'est votre état d'esprit, comme votre mindset. Et le setting, c'est l'environnement. Ces deux-là sont les piliers de l'expérience. Si vous venez chercher un spectacle, vous aurez un spectacle car vous êtes venu avec ça et votre mental va le projeter. Si vous venez avec une intention de guérison profonde et dans un lieu sécurisé, la musique devient alors un simple pont vers votre propre intériorité. Donc le set, c'est votre intention, c'est votre mindset, c'est ce que vous cherchez, c'est aussi tout ce qui a influencé votre perception, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, vos attentes. Le setting, c'est l'endroit, c'est où est-ce que vous le faites, les personnes, le facilitateur. Le facilitateur, certes, peut influencer l'expérience par lui-même son set, son mindset. Si vous partez faire chez un facilitateur qui est plus porté sur ce travail émotionnel, le trauma, eh ben, vous allez vous retrouver un peu dans cette énergie. Si vous faites avec une autre qui a une vibe un peu plus chamanique, donc vous allez vous retrouver, etc. Donc, tout ça peut influencer votre expérience. Une dernière pour la route. Comment savoir si mon facilitateur est intégré? Comment savoir que la personne qui va faciliter la séance ou la session est intégrée, est correcte, est authentique? Un facilitateur intégré est un gardien de l'espace. C'est pas un magicien. C'est pas, on les appelle aussi parfois des canaux de transmission. Oui, non, peut-être. Prenez-le comme vous voulez. Mais cette personne est censé ou s'il se présente comme un maître indispensable à votre éveil, fuyez.
Fuyez, fuyez, fuyez. On est dans la mentalité du gourou. On est en 2026. Ça a expiré. On n'y adhère plus. OK? Donc, personne n'est indispensable à l'éveil. Le facilitateur, c'est juste la personne qui est en train de tenir cet espace. Tenir cet espace, c'est la personne qui est là pour assurer le confort de tout le monde. Certes, c'est une personne guidée par de bonnes intentions. De toute façon, si on atterrit ici, c'est que on a cette graine en nous. Mais vous avez aussi la responsabilité de garder votre discernement. Ok? Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Gardez cette pensée critique, un peu de voir, rester ancré, c'est tout. Deuxième chose, c'est le setting, donc le cadre. Si le cadre est axé sur la performance, les vidéos spectaculaires ou le culte de la personnalité, alors ici aussi, méfiez-vous. Il y a aussi un truc qu'on fait au début des séances, je ne sais pas si c'est le cas partout, en tout cas moi quand je l'ai faite, il y a une démonstration. Avant de commencer la séance, on ramène une personne. Généralement, cette personne est assez proche du facilitateur ou c'est une personne qu'on appelle activée. On met la musique pendant genre une trentaine de secondes et dès que la musique se met, la personne va commencer à avoir des réactions. Donc ça, c'est un peu le setting et ça te prépare et ça influence ton expérience. Ici, prenez-le comme c'est, avec une observation neutre. Donc, le vrai éveil est humble, intime et il n'a pas besoin de mise en scène. Est-ce que je recommande, oui ou non, de faire ces séances? Aucun avis. Je préfère rester neutre. C'est à vous de décider. Je suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas quoi faire. Si vous ressentez l'appel, faites-le. Faites-le par curiosité. Faites-le parce que c'est un appel du cœur. Faites-le parce que c'est sur votre cheminement. C'est ce qui va vous aider. Peut-être que vous allez avoir cet éveil sur ça. Si ça résonne pas, laissez tomber. De toute façon, ce qui est censé arriver, arrivera d'une manière ou d'une autre. Ah ok, ok. Je pense qu'on a fait le tour là. Je voudrais juste résumer un peu. Je sais que c'était très dense, très riche. Moi-même, je m'attendais pas à ça. Je suis bien inspirée aujourd'hui. Mais rappelez-vous que la Kundalini est votre droit de naissance. Elle est la signature de la vie en vous. Elle n'appartient à aucun facilitateur, à aucun studio branché. Elle ne dépend d'aucune playlist, aussi transcendante soit-elle. La musique est un merveilleux outil de méditation. Elle peut ouvrir des portes, mais elle n'est pas la source. La musique est le vent qui fait vibrer les cordes de l'instrument, mais l'instrument, c'est vous. La source est là, dans le silence sacré entre deux respirations. Elle est dans votre capacité à rester présente face à vos peurs, dans votre discipline à honorer votre corps chaque jour et dans la vérité de votre engagement envers vous-même. Cet épisode, c'était aussi le pan vers le mois prochain ou le sujet du mois prochain où ça sera une traversée de la blessure à la matrice. On va explorer la deuxième loi universelle, la loi de la dualité pour transformer les déclencheurs relationnels en souveraineté spirituelle. Nous quittons le masque réactif pour incarner l'essence vibrante. Nous décodons les 5 blessures de l'âme, non pas comme des fardeaux, mais comme des portails. Ce sont les portails de ton style d'attachement et simplement la carte de survie de ton système nerveux. On va aussi arrêter de blâmer l'autre pour commencer à posséder sa propre projection. Tu apprendras à distinguer le chimie du trauma, donc l'addiction au manque, et de l'alignement des âmes. C'est cette union consciente, ce Shiva et cette Shakti. Tes tensions aussi deviennent des enseignements. On va réclamer la sexualité comme une vocation sacrée. Au-delà des étiquettes, nous explorons ton blueprint érotique et des archétypes pour transformer l'intimité en un rituel de puissance, de vérité et d'union non duelle. Tu n'as pas besoin d'un meilleur partenaire, tu as besoin d'un miroir plus clair. Et ce mois-ci, on arrête de chercher, on commence à arriver. On va parler de la deuxième loi, la loi de la dualité. Et moi, j'ai pensé que c'était le meilleur moment pour aussi explorer les relations humaines, les relations intimes. Comme vous l'avez vu, la loi Law of Oneness, la loi du 1, c'était plus sa relation avec soi, avec le monde, avec le tout. Et là, on va diviser ça pour avoir une meilleure
une meilleure perspective, une perspective un peu plus adaptée à la compréhension humaine, parce que dans sa nature, l'être humain aime bien quand c'est blanc ou quand c'est noir. Voilà, donc tout ça est un travail d'intégration, ne t'inquiète pas, on aura le temps. L'intégration se passe au quotidien. C'est pour cette raison que nous avons créé le 6 AM Flow Club. Nous ne cherchons pas le high éphémère ou la performance visuelle. Nous construisons la structure, nous préparons le calice. Et dans cet espace réservé aux femmes, nous pratiquons l'ancrage, la régulation et la présence. C'est un mouvement de solidarité où l'on apprend à propre guérisseuse dans la douceur et la régularité, loin des lumières, des projecteurs. Le 6 AM Flow Club est un studio de yoga, ton studio de yoga à la maison. C'est une plateforme digitale de cours de yoga, mais pas que, de méditation, de travail de respiration. C'est aussi l'outil pour que tu puisses, toi, adopter et garder l'habitude du mouvement, du bien-être holistique, du self-care au quotidien. Pour nous rejoindre, très simple, il y a un lien dans la description de cette vidéo, ce podcast. Clique dessus et on va t'accueillir dans notre petit cancan. Je te laisse avec un takeaway, quelque chose à emporter de cet épisode. L'éveil n'est pas un événement qui t'arrive, c'est une existence que tu cultives. Et cette existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.